Hi guys, c'est parti pour la review de l'épisode 9 de la saison 9 de The Walking Dead et c'est donc le retour de The Walking Dead, la deuxième partie de saison et donc avec l'arrivée des chuchoteurs qu'on attendait très fortement. Negan est donc de sortie, alors ça fait plaisir parce que bon, le voir renfermé depuis longtemps, ça commençait un petit peu à nous gonfler même si effectivement de toute façon il a mérité. On nous donne un petit peu l'impression que Negan veut aller faire du mal à Judith alors qu'on sait très bien que pas du tout mais bon c'est vrai que le coup d'être avec la pelle comme ça, elle est de nuit dans la maison de Judith, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre, il va donc prendre sa boussole qu'il va bien conserver avec lui. Le jour s'est levé et effectivement il s'est passé ce à quoi je m'attendais, c'est que de toute façon il tombe sur Judith, sinon je trouvais ça un petit peu facile. Et Judith qui finalement le laisse partir, il y a quand même un dialogue assez intéressant et d'ailleurs on se dit mais la gamine elle est quand même sacrément précoce, hein, elle est sacrément intelligente pour son âge. D'ailleurs ça se demandait si même les dialogues ne sont pas trop adultes pour elle, ça peut être un petit peu too much, il faut peut-être un petit peu ralentir là-dessus et lui redonner un petit côté innocent, mais c'est vrai que ce côté innocent il se ressent aussi par le fait qu'elle laisse sa chance à Negan, en fait elle le laisse partir, elle pourrait très bien lui tirer dessus. D'ailleurs, on voit qu'elle a quand même des skills de tireuse assez fat quand même. Mais elle lui fait bien comprendre que de toute façon, il n'y a rien qui l'attend dehors, il n'y a rien qui l'attend lui et personne d'autre en fait. Il n'y a plus rien d'intéressant dehors. Maintenant, les communautés sont faites et c'est quelque chose d'ailleurs dont on parle de façon récurrente dans cet épisode, c'est que effectivement, il n'y a plus de raison de prendre des risques à aller dehors. Il n'y a plus de raison techniquement finalement de sortir des communautés, si ce n'est de se sociabiliser avec les autres communautés, mais sinon, il n'y a pas de raison vraiment de rester dehors et de prendre des risques parce que finalement, toutes les communautés ont tout. Et donc ce qu'elle fait comprendre à Negan, c'est que peu importe ce qu'il cherche, il trouvera rien en fait qui l'intéressera. C'est-à-dire qu'au final, il vaut mieux qu'il reste dans sa cellule parce qu'il sera vite déçu en fait. Et effectivement, Negan a été enfermé depuis plus de 7 ans, donc il ne connaît pas du tout le monde extérieur, il ne sait pas à quel point ça a changé. Et on se demande si effectivement il sort pas pour pouvoir aller récupérer Lucille, peut-être, mais au final ce sera pour aller au sanctuaire. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on voit vraiment la complicité des deux personnages et on se rend compte qu'au final, plus que le fait d'être enfermé, plus que le fait que Rick veuille lui montrer qu'il a réussi à bâtir un monde meilleur, etc. Je pense que c'est surtout en fait Judith qui a beaucoup fait changer Negan et qui a vraiment beaucoup d'amour pour cette petite fille. Bon, on se rappelle quand même qu'il a travaillé avec des enfants avant l'apocalypse, donc techniquement il aime les enfants. Et il y a une espèce de jeu de répartie, d'ailleurs même à la fin de l'épisode, on a l'impression qu'en fait Judith a récupéré quelques petites façons de parler de Negan et notamment des jurons, hein. À son âge elle n'est pas censée en dire d'ailleurs, et puis Michonne en dirait pas à côté d'elle, donc on sait très bien que ça ne vient pas d'elle, mais qu'à force de parler avec Negan, elle a réussi un petit peu à en capter et quelque part elle le copie un petit peu. Et ils ont tellement discuté ensemble qu'au final même Negan le dit, tu es peut-être maintenant la personne qui me connaît le mieux. Et comme elle le connaît bien, alors après bon on peut toujours discuter de son sens du discernement, voilà, sa façon de cerner les gens à son âge, et pourrait effectivement se tromper, mais au final on se rend compte qu'elle le connaît bien et qu'elle le sait que de toute façon soit il va sortir et il va revenir, soit dans tous les cas il va sortir et il va rien faire de mal, elle lui fait confiance sur ce plan-là, mais ça n'empêche pas après que tout le monde va aller le chercher et tout, et qu'elle va le retrouver quand même assez vite. Et elle aura pas tort parce qu'au final Negan va quand même vouloir rentrer à Alexandria. Alors j'ai apprécié ce petit trip de Negan parce que maintenant que les communautés sont très installées, c'est difficile d'avoir justement un petit peu de mouvement, hein, même si effectivement les chuchoteurs vont un peu apporter ce côté-là, mais c'est vrai que de se rappeler un peu ce que c'est que la difficulté de vivre dehors, surtout que bon, même quand les uns les autres allaient à l'extérieur, ils avaient quand même un sacré bagage, hein, voilà, maintenant ils peuvent vivre pendant plusieurs jours à l'extérieur, ils sauront comment faire, ils auront de quoi se nourrir, de quoi se protéger, etc. Et là Negan il va juste avec une pelle, c'est un petit peu compliqué, et donc on se rappelle un peu comme voilà, comme à la première saison de The Walking Dead, comment c'est dur de vivre à l'extérieur, et justement il n'a pas de nourriture, il n'a pas d'eau, alors il va boire l'eau de la rivière, il va être malade, les rôdeurs sont toujours partout, ça n'a pas changé, hein. Vu qu'il est tout seul, il y a personne qui va lui dire bah fais attention, etc. Donc il y a ce côté à nouveau de devoir survivre sans avoir rien pour se protéger, ni manger, ni autre, et le côté de survivre seul qui est encore plus difficile, donc c'est une difficulté supplémentaire. Et j'aime bien ce qu'on nous a mis une petite musique un peu country, voilà, la guitare, etc., qui nous rappelle beaucoup les premières saisons de The Walking Dead, donc je trouve qu'il y a un petit retour aux sources par rapport à ça. Et j'ai l'impression qu'en fait, ce que va faire Negan, c'est un espèce de chemin de rédemption, c'est-à-dire, et notamment ce qui m'a frappé le plus, c'est effectivement le moment où il passe par le terrain, là où il a tué Glenn et Abraham. J'ai l'impression que c'est la première étape vers la rédemption, voilà, de se mettre face à ce qu'il a fait vraiment, parce que bon, il a été enfermé pendant plusieurs années, etc. Effectivement, il sait très bien ce qu'il a fait, mais le fait de passer par là, c'est de revivre tout un tas de choses et de se dire qu'effectivement, tout ce qu'il a fait, c'était mal. Donc il va se retrouver confronté à ce qu'il a fait à Glenn et Abraham, et ensuite, arrivé au sanctuaire, le sanctuaire est totalement désert et totalement en ruine. La plupart des gens sont partis, donc effectivement, on sait toujours pas trop ce qui s'est passé, parce que effectivement, il y a des morts, donc on sait pas si ce sont des rôdeurs qui sont venus d'ailleurs et qui sont arrivés au sanctuaire, est-ce que ce
ce sont des saviors. En tout cas, il est certain qu'il y a au moins un savior, puisqu'il y a le fameux Richie. Alors Richie, j'ai cherché partout, on l'a jamais vu avant apparemment, donc j'ai regardé dans les wikis et tout, pas de trace de Richie, je sais pas d'où il sort. Donc on peut supposer qu'il s'agit d'un homme de main de Negan, dont il a été plutôt proche et qui lui a été très loyal. Et donc quand Negan va vouloir rentrer au sanctuaire, il va vouloir en fait rentrer chez lui en fait, parce que bon, la cellule était enfermée, mais techniquement il a un chez lui, le chez lui c'était le sanctuaire. Sauf qu'il n'y a plus personne, soit les gens sont morts, soit effectivement il y a un petit groupe de rebelles qui a été tué par Carol, soit ils se sont intégrés à d'autres communautés, mais il n'y a plus personne. Et donc le sanctuaire, mais sans les personnes à commander, c'est compliqué, enfin ni les personnes d'ailleurs pour avoir de la compagnie ou quoi que ce soit. D'ailleurs c'est pour ça qu'il laisse Richie en vie, entre guillemets, pour avoir l'impression qu'il a de la compagnie, pour avoir l'impression qu'il y a encore une petite partie du sanctuaire qui est encore là, mais au final, l'âme du sanctuaire n'est plus, il y a juste la structure physique, voilà, juste le bâtiment, mais les Saviors n'existent plus. Et Negan va regarder la petite boussole de Judith et va se dire qu'au finalement, maintenant peut-être que chez lui c'est Alexandria et qu'au final sa place est plutôt dans la cellule, et que comme il le dit d'ailleurs à Judith par la suite, tout ça c'est terminé en fait, il n'y aura plus jamais de retour en arrière. Et il y a autre chose, c'est le fait de voir Richie qui est mort, c'est peut-être aussi un constat de se dire il devait sauver les gens, mais au final il n'a pas réussi. Mais voilà, ça fait plaisir d'avoir un petit peu ce côté nostalgique, de le revoir en plus siffler dans le sanctuaire et tout. Et effectivement, on remarque que même si Negan a été enfermé, le temps a continué de passer. Et j'ai bien aimé le passage dans la boutique. Alors déjà, les boutiques pleines de toiles d'araignées, il y a des chiens errants, et c'est vrai que je m'étais posé la question plusieurs fois tout au long de la série, qu'est-ce qu'étaient devenus les chiens? Forcément, les chiens étaient devenus sauvages, étaient devenus agressifs, et pouvaient potentiellement bouffer des humains, donc ce qui est une menace supplémentaire, mais effectivement, normalement, on devrait quand même en voir pas mal plus. Et j'ai bien aimé ce passage, parce qu'encore une fois, on voit que le temps a passé, et puis là, ça fait de très 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 nombreuses années. Et Negan qui va vouloir remettre une veste en cuir, donc au final, on a ce chemin de rédemption, et en même temps, on se dit qu'il y a Negan qui veut récupérer son identité d'avant, sa force. Il a été enfermé pendant longtemps, et donc asservi, entre guillemets, enfin voilà, il n'avait pas le droit de faire quoi que ce soit, et donc veut retrouver un petit peu son identité, et au final, il a beau mettre une veste, il a beau retourner au sanctuaire, de toute façon, il n'y a plus personne, et en plus de ça, il n'a pas Lucille non plus, donc il n'y a plus rien, et donc il comprend vite que c'est fini. Judith va donc tirer sur la roue de la moto sur laquelle Negan se trouve. Bon là, enfin voilà, c'est le skill shot totalement, personne n'y croit, c'est pas possible. Bon, en vrai, il se fait quand même pas très mal. Je suis quand même assez étonnée. Enfin, à cette vitesse, quand même, il aurait pu faire grave mal, mais pas du tout. Tout le monde le cherche et Judith n'est pas très surprise de le voir rentrer à Alexandria. Elle lui demande « Ah, tu rentres à Alexandria ?» mais elle a l'air pas plus étonnée que ça. C'est que Negan ne voudra pas redevenir un savior, que tout ça est derrière lui. Donc même lui, d'ailleurs, ne sait pas ce qu'il attend pour le futur. Est-ce que d'ailleurs, il va rester enfermé dans sa cellule? Est-ce qu'il va y pourrir pour le reste de sa vie? Ou est-ce qu'il va être amené à faire d'autres choses? Et qu'est-ce qu'il voudrait faire surtout? Pour l'instant, il ne le sait pas, mais en tout cas, on a clôturé quand même un sacré passé de Negan et qui ouvre la voie du coup à plein de choses qui peuvent être intéressantes, à voir si ça va suivre le comics ou non. Du côté des autres, comme on le savait, de toute façon, Jesus est mort. Il va falloir rapatrier son corps et c'est d'autant plus important que Michonne et Daryl n'ont pas pu faire le deuil de Rick correctement puisqu'ils n'ont pas eu son corps. Et d'ailleurs ça donne lieu à des scènes qui sont intéressantes et j'attendais vraiment de voir comment avait tourné justement la relation entre Michonne et Daryl, surtout qu'ils partagent quand même quelque chose de très fort, c'est-à-dire premièrement la disparition de Rick et deuxièmement il y a cette fameuse cicatrice en X dont on ne connaît toujours pas la provenance. On voit que ces deux personnages sont devenus très très proches au fur et à mesure du temps, notamment par cette épreuve qui a été difficile, la disparition de Rick, et par ce qui s'est passé ensuite, c'est-à-dire qu'ils ont été là pour se consoler tous les deux, et ensuite lorsqu'il y a eu ce fameux problème pendant le time jump, Daryl apparemment a été là aussi pour Michonne. Donc ça me fait plaisir parce que ce sont deux personnages que j'aime beaucoup. Bon, Daryl, voilà, avec la saison 9, je recommence à bien l'apprécier parce qu'effectivement maintenant il dit plus de 3 lignes de dialogue, donc c'est quand même assez cool. Et le fait de les voir aussi proches, aussi complices, qu'ils ont juste un regard à s'adresser, ils se comprennent, je trouve ça vraiment chouette. Ce sont deux personnages très forts de The Walking Dead et on avait besoin un petit peu de cette connivence, de cette complicité. La disparition de Rick les a affectés tous les deux autant. Ils vont donc tomber sur un os, comme j'en avais parlé dans ma review sur le trailer de la saison 9 partie 2, puisqu'ils vont tomber là où le pont a été effectivement réparé. Alors même réparé, le truc il est tout neuf, je veux dire le pont il est juste magnifique et on voit qu'ils ont vraiment eu à cœur de faire quelque chose d'hyper joli, d'hyper propre et surtout d'hyper solide. La question se pose, il y a des rôdeurs, est-ce que parmi les rôdeurs il y a des chuchoteurs? Et j'ai bien aimé
aimé le stratagème de Daryl qui est de tirer dans les jambes pour voir s'il y a des chuchoteurs. Parce que le problème qui se pose avec les chuchoteurs, c'est que effectivement, à courte distance, ils sont hyper dangereux. C'est-à-dire que bon, Michonne a son katana, donc c'est quand même une arme qui est assez longue, et Daryl a une arbalète, donc ce qui permet quand même d'anticiper un peu les choses. Et le fait de tirer dans les jambes, de toute façon, un rôdeur, il va continuer à marcher, et un chuchoteur va forcément tomber et en plus hurler. Et le fait que le chuchoteur ait forcément un comportement différent des rôdeurs, ce qui a attiré l'attention des rôdeurs sur lui, donc c'est pour ça qu'il se fait bouffer. Ils font donc le ménage, mais il y a une seule personne qui ne veut pas se faire tuer, qui demande donc, qui implore donc de ne pas mourir, et donc c'est Lydia. Alors Lydia, c'est un personnage que je n'apprécie pas du tout dans le comics, et là pour le coup, dans la série, je l'aime encore moins, j'aime vraiment pas la façon de jouer de l'actrice, je trouve qu'elle joue mal, enfin voilà, après c'est mon avis personnel, mais j'étais pas du tout dedans, je suis complètement ressortie d'épisode à chaque fois qu'elle essayait de pleurer, qu'elle essayait de dire des trucs et tout, en plus je sais pas, elle a un accent, je sais pas d'où il sort son accent, mais je sais pas, ça me fait très très bizarre, donc je sens que je vais pas apprécier du tout le personnage non plus dans la série, qui va vite me gonfler, donc ouais, ça va être un peu délicat par rapport à tout ce qui va se passer entre Henry et elle, parce que bon, Henry, bon, même s'il est sympathique, c'est pas mon personnage préféré dans la série, donc forcément avec Lydia que j'aime pas trop, j'ai un petit peu peur par rapport à ça, mais j'ai vraiment pas du tout apprécié. Ils détiennent donc une prisonnière qu'il va falloir amener à la colline, donc ça fait quand même 2 informations importantes qu'on ramène à la colline, c'est-à-dire la mort de Jesus, qui était pas du tout attendu, quand même un sacré combattant, donc on s'attend pas à ce qu'il puisse tomber au combat, faut vraiment que ce soit passé quand même quelque chose d'assez incroyable et surprenant pour que ça puisse arriver. Et deuxièmement, on a une prisonnière, et en plus celle-ci elle fait partie des chuchoteurs, qui est un groupe encore ennemi, qui se sert de peau de rôdeur et qui est donc parmi les rôdeurs, donc il y a une menace potentielle qui se rapproche de plus en plus d'eux. Tara va donc être rapidement désignée comme étant la chef de la colline. Le problème étant que maintenant tout le monde attend justice, puisque Jesus était quand même là depuis le début, il fait partie des premières personnes qui ont vécu à la colline, et donc forcément il est dans le cœur des gens, et il va falloir quand même lui rendre justice, parce qu'il a quand même été tué. Donc pour le moment Tara ne sait pas quoi faire, mais par contre ce qui va être très important, ça va être de récupérer des informations auprès de Lydia sur les chuchoteurs. Le problème étant que Lydia les met sur une fausse piste, alors elle dit qu'ils n'étaient que 10, qu'ils ont tous été tués, puis après elle dit que sa mère est toute seule dehors, mais elle dit que les chuchoteurs ne sont jamais seuls, et effectivement, Daryl, par rapport à, quand on se rappelle ce qui s'était passé avec Randall, il a affiné sa technique d'interrogatoire, d'ailleurs au début il n'y avait même pas de technique, il mettait des baffes et puis voilà, merci, au revoir. Et maintenant il ajoute subtil, c'est-à-dire de reposer plusieurs fois les mêmes questions et de voir les différences, de confronter les différences, voilà, en fait il y a des choses qui n'étaient pas cohérentes, et forcément, à force de voir des incohérences, il se rend compte qu'elle ment sur certains points. Et notamment le plus important, c'est le nombre, parce que pour évaluer une menace, il faut quand même savoir si elle est massive ou si effectivement on peut se débarrasser de ces personnes-là assez facilement. Autre chose importante, c'est est-ce qu'ils vont être dans le coin, est-ce qu'ils les suivent, est-ce qu'ils essayent de les espionner, donc il y a pas mal de choses comme ça. Et effectivement, ce moment d'interrogatoire, ça nous rappelle beaucoup ce qui se passe dans les comics, sauf que dans les comics, c'est avec Maggie et Jesus. Elle donne néanmoins quelques éléments qui sont vrais, plus ou moins. Elle dit effectivement qu'ils n'ont pas de nom, ça c'est vrai, par contre elle a un nom, et d'ailleurs elle le donne par la suite à Henry, c'est-à-dire qu'elle en a un, c'est juste personne n'utilise son nom parmi les chuchoteurs, car ils ne doivent pas en avoir. Quand on lui demande mais pourquoi vous nous avez tués, en gros, au début elle est en train de faire comprendre que c'est eux qui sont arrivés et tout, qui étaient les mauvais gens, et que les chuchoteurs c'était les gentils, etc. Et au final, par la suite, elle dit mais de toute façon nous on tue toutes les menaces, c'est-à-dire que les vivants sont une menace, pas les rôdeurs, parce que les rôdeurs on les protège et ils nous protègent, alors que dans le comics l'argument principal c'est surtout vous êtes venus sur notre territoire et donc on vous a tués parce que vous êtes venus sur notre territoire. Ça commence comme ça. Mais effectivement, ils n'aiment pas les vivants, et quand ils en rencontrent, c'est soit ils les rejoignent, soit ils les tuent. Donc pour l'instant, si on n'a pas lu le comics, on connaît pas trop d'éléments sur les chuchoteurs, effectivement, puisque Lydia ment beaucoup et va certainement en dire beaucoup plus à Henry. Et c'est là que c'est quand même assez intéressant, c'est Daryl qui va être très très violent avec Lydia, et ça peut choquer effectivement, parce que bon, elle est censée être assez jeune dans le comics, elle a 16 ans, donc je suppose qu'elle est censée avoir le même âge. Donc ouais, quand il la pousse comme ça avec le cou dans la cellule, c'est quand même assez violent par rapport à la différence d'âge, par rapport à la violence, sur une femme en plus. Ça aurait peut-être un but plus important, parce que effectivement, apparemment, Norman Reedus aurait dit que c'était fait exprès pour que Henry par la suite puisse récupérer des informations auprès de Lydia, donc effectivement le choquer et provoquer de l'empathie envers elle pour ensuite créer une discussion et pouvoir un petit peu en savoir plus. Et d'ailleurs on le voit, dès qu'il sort de la cellule, il écoute ce qu'il se passe, donc il s'attendait forcément à une discussion entre les deux personnages. D'ailleurs même Henry était assez étonné parce qu'il pensait qu'il allait sortir de la cellule, puisque Daryl lui fait prendre l'air et il dit non tu vas retourner encore une journée de plus, alors soit
soi-disant que sa peine devait être justement encore une journée plus longue. Peut-être que c'est pas vrai et qu'au final Daryl le met en cellule une journée de plus pour pouvoir avoir des informations. Et ça expliquerait un petit peu les discussions qu'il a avec Michonne notamment, de faire un petit peu ce qu'il faut, peut-être tout et n'importe quoi pour pouvoir obtenir des informations de Lydia, quitte peut-être à utiliser Henry pour ça et ce qui pourrait peut-être faire des conflits avec Carol par la suite. Entre-temps, on apprend une information totalement loufoque, c'est-à-dire que Siddiq s'avère être l'ex de Rosita, mais ils sont sortis juste avant Gabriel, donc ça veut dire qu'ils sont sortis, que Gabriel et elle, c'est quand même très frais. Donc ça veut dire qu'on se retrouve avec Siddiq, qui est son ex, qui est potentiellement encore amoureux d'elle et qui va forcément vouloir être impliqué dans son rôle de père auprès de Rosita. On a Gabriel, qui est son actuel petit ami, et on a en plus Eugène qui est amoureux d'elle, sachant que Rosita parle tout le temps de quelqu'un, mais qui peut très bien s'agir de Siddiq ou d'Eugène. D'ailleurs, Eugène qui va essayer de déclarer à nouveau sa flamme et tout ça, et Rosita qui va partir au dernier moment et va vomir. Mais je pense que au final, elle va peut-être certainement finir avec Eugène. Ce serait un truc assez dingue. Après avoir comment ça se passe en fin de saison, j'espère qu'on nous fait pas une romance pour qu'au final ça se termine mal, on sait jamais. Mais oui, j'ai pas compris pourquoi on avait besoin de faire un carré amoureux. Je trouve qu'un triangle c'est déjà suffisant. Après, c'est déjà quand même pas mal que ce soit pas son amant, parce que alors si y a Gabriel, puis elle couche à côté avec Siddiq, et puis à côté il y a Eugène qui est amoureux d'elle, c'est un délire. Michonne, elle, va rentrer à Alexandria parce qu'il faut absolument qu'Alexandria soit au courant de cette menace, parce que c'est une menace qui peut planer sur toutes les communautés. D'ailleurs, je pense qu'il va falloir quand même que quelqu'un le dise aussi au royaume. Pour le moment, on n'en apprend toujours pas sur ce qui s'est passé pendant le time jump, mais effectivement, ça a eu un impact très important sur Michonne et sur Daryl, ça c'est certain. Du côté d'Alden et Luke, alors eux, ils partent à la recherche du groupe de Michonne, Yumiko, Magna, etc. Alors je vous dis, mais pourquoi ils partent à deux? Enfin, ça n'a pas de sens. Je veux dire, si vraiment vous dites qu'il y a un gros danger, vous partez à beaucoup plus que ça n'a pas trop de sens. Donc au final, en plus, j'ai pas trop compris le délire, parce qu'en plus, quand j'avais fait la review du trailer de la partie 2 de la saison 9, j'avais regardé les flèches, et les flèches, elles étaient marron, mais les flèches de Yumiko, elles étaient blanches, donc je me disais c'était pas les mêmes flèches. Et au final, il s'avère que j'ai l'impression que les flèches étaient effectivement celles des chuchoteurs, qui étaient peut-être faites pour induire en erreur, et qu'elles n'étaient donc pas celles de Yumiko. Bon, après, c'est à revoir. Et là, le moment où, effectivement, les choses tournent mal, les morts les entourent, et les morts s'arrêtent, et ils les regardent comme ça c'est hyper effrayant. Enfin voilà, c'est dommage qu'on l'ait déjà vu dans le trailer, parce que si on l'avait pas vu dans le trailer, on serait hyper... je serais pas surprise parce que je connais les chuchoteurs, mais je veux dire, pour les gens qui connaissent pas le comics, ça aurait été vraiment assez impressionnant. Et donc on a l'introduction d'Alpha dans cette fin d'épisode, qui va être un personnage très très important et très dangereux. Et la surprise est quand même grande pour ces personnages, parce qu'ils se disent, mais c'est pas possible, mais pourquoi les rôdeurs s'arrêtent? En fait, ça n'arrive jamais, les rôdeurs ne s'arrêtent pas comme ça, ils nous fixent comme ça de loin, en plus en cercle. C'est vraiment qu'il y a un truc qui est très très bizarre, effectivement. Ils n'ont pas connaissance encore de l'existence des chuchoteurs, puisque ce sont le groupe de Michonne et les autres qui vont informer tout le monde à la colline, pendant que eux, ils ne sont pas là. Donc pour eux, la surprise est totale. En tout cas, c'était un épisode qui était sympathique. Je dis pas qu'il était extraordinaire ou quoi, mais c'était un bon épisode pour reprendre la saison 9 de The Walking Dead. Pour ce début de deuxième partie, on nous a installé les chuchoteurs, on nous a justement montré que la menace pouvait être très très grande. On a le deuil de Jesus qui a quand même été un petit peu fait rapidement. Je veux dire, effectivement, la scène est un peu émouvante quand ils sont tous en train de taper avec le marteau sur le cercueil, mais ça manquait d'un petit quelque chose quand même un petit peu. Et puis surtout, les deux choses qui m'ont le plus plu, c'est le trip de Negan alone, avec ses discussions aussi avec Judith, et puis la complicité entre Michonne et Daryl que j'ai beaucoup apprécié. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Est-ce que c'est un bon retour pour The Walking Dead pour cette deuxième partie de saison? N'hésitez pas à me dire tout cela en commentaire. Si vous voulez le suite, vous le trouvez donc en description de ma vidéo avec un petit code promo pour l'avoir moins cher. Je tenais à m'excuser de ne pas avoir pu sortir ma vidéo plus tôt. Et en tout cas, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Je vous tiens au courant sur Instagram, sur Twitter, etc. quand est-ce que les vidéos vont sortir. Voilà, n'hésitez pas à laisser votre petit commentaire et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!